Empiezo prácticamente. Bueno, pues vamos a proseguir. Donc, nous allons reprendre. Après S'être réveillé avec beaucoup d'humanité, et donc avec beaucoup de transparence, le besoin ou la conscience du besoin de cette liberté de conscience. Alors nous avons donc cette table ronde vise notamment à vous permettre de vous retrouver dans ces autres espaces, d'autres moyens de voir le monde, une manière de voir le monde. Les trois participants à cette conversation nous viennent d'univers très différents. Ce sont des créateurs qui utilisent différentes disciplines, mais je pense qu'à leur manière, ils vont tisser cette vague qui est cette mer qui nous sert de fond et qui va nous permettre de tracer une voie qui va être remplie d'éléments de compréhension. Donc, je passe la parole à Gao, à Pascal Obolo et à Belen Kopegui. Donc, je passe la parole à Gao Bo pour qu'il commence, ou pour commencer à avoir un peu son univers, pour qu'il nous présente son univers. 大家下午好。我讲个故事，我不知道是真的是假的，但是呢，我觉得是真的。曾经在一个舞台，阿里贝尔·加缪让他的灯光师给一束黑色的光，灯光师。 这个时候，不知道怎么样的投一束黑色的光。Je sais, aujourd'hui, il n'y a pas de traducteur pour vous. Vous voyez, je me sens seul. C'est peut-être la solitude que Camus a beaucoup parlé. Donc maintenant, je rentre dans la partie solitude. Je vais traduire ce que je racontais. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Moi, j'ai l'impression que c'était vrai. Tout à l'heure, j'ai raconté, d'abord, bien sûr, je donnais mes remerciements pour cette invitation. J'ai raconté une fois, sur la scène, Camus a demandé l'éclairagiste, donne-moi un faisceau de lumière noire sur moi. Et l'éclairagiste a réfléchi, ils disent que la lumière noire, tu m'as demandé, j'en ai pas, peut-être chez toi il y en a. Mais comment je peux vous donner un faisceau de lumière noire ? Bon, c'est juste une histoire que j'ai racontée. Maintenant, je parle de quelque chose de plus sérieux. Je cherche toujours un langage dans ma vie. J'ai toujours essayé de trouver un langage juste, mais pas juste un langage. Donc, je fais beaucoup d'efforts pour pratiquer le français, disons qu'une langue étrangère. Mais selon moi, c'est aussi ma langue. Même je pratique pas parfaitement bien. Et je me sens très à l'aise de parler cette langue étrangère.
Je pense que c'est aussi d'un sujet de pas Samuel Beckett, non, de Camus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui. Ah ça y est, c'est bon. Bon, je voulais vous partager un de mes souvenirs d'enfance. En même temps, je vais lire un petit texte que je l'ai écrit ou je l'ai noté à l'époque. J'ai même donné un titre qui s'appelle « Dualité ». Dans mon enfance, la frontière entre le noir et le blanc était bien-être. Ma première éducation a été celle des années les plus bruyantes, c'est-à-dire de la révolution culturelle. À cette époque-là, dans ma petite ville, une exécution était un moment très important. Nous étions tous réunis dans un jardin public. Les condamnés grimpaient d'abord sur une scène, comme ici, où il était critiqué, puis placé dans un camion. Il défile dans les rues en caravane. Cela arrive 2-3 fois par an. Je m'en souviens bien, j'avais entre 7 et 9 ans. Dès que je savais une exécution à venir, cela me faisait bien plaisir d'y participer. Du début jusqu'à la fin. Je suivais le défilé en courant. J'aimais voir les fusils pointés vers les condamnés. La balle entre dans leur tête et voir le cerveau sortir. Je restais près des corps. Après quelques heures, les mouches bourdonnaient et cela m'a donné envie de vomir. Mais ce n'était pas grave. Le plaisir était plus fort que la répugnance. Je me souviens encore du nom de certains condamnés, comme les frères Li Tai-kun et Li Mu-yo. Cela me rassure parce que d'un côté, il y avait les bons et de l'autre côté, il y avait les mauvais. Les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Mon professeur nous disait à l'école, nous se débarrassons du mauvais comme le vent d'automne balayait les feuilles mortes, sans hésiter. Pour les bons, il y a le vent du printemps qui réchauffe la nature. Le fait d'être un homme ou une femme n'était pas important. Plus tard, j'essayais d'être un homme et on essayait d'apprendre et comprendre les femmes. À ce moment-là, j'ai réfléchi à ce que nous sommes, nous les êtres humains. Où est le bon? Où est le mauvais? En moi, me suis-je demandé, lorsque je tentais de jouer le rôle noir, je ne me suis pas senti aussi sombre qu'il semblait, mais lorsque je tentais d'approcher le blanc, il reste toujours quelques saletés. J'ai donc eu besoin d'un outil
pour comprendre le monde, pour me connaître. Cet outil, c'est l'appareil photo. Au début, j'imaginais que la pellicule allait saisir les choses vraiment objectivement. Malheureusement, la photo mentait aussi. J'ai commencé à faire des images subjectives. Enfin, en voulant saisir ces images subjectives, j'ai vu la situation objectivement. Notre monde est toujours double, comme la nuit et le jour. Et nous sommes parfois des êtres adorables, parfois désespérants. Je me suis posé la question lorsqu'on est dans un moment mauvais. Doit-on accepter que l'on tire un pal dans la tête? Plus tard, j'ai photographié ces hommes et ces femmes. Je voulais retrouver mon souvenir d'enfance. J'ai pu leur faire un sourire, leur parler des choses comme on le fait avec un frère ou à une sœur. C'était l'occasion de leur serrer la main très amicalement et ne pas voir leur tête avec un grand trou. Voilà. Pourquoi je voulais vous partager ce souvenir d'enfance avec ce travail? Parce que je pense qu'il y a un lien aussi avec Camus, Albert Camus. Je ne sais pas comment parler de Camus si je ne suis pas Camus. Donc, un jour, si je me suis devenu Camus, je reviendrai vous parler de Camus. Merci. Bien, bonsoir et excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes, je reviens tout de suite. Bien, selon la lumière, là, j'en ai vraiment besoin. Bien. Alors, merci, grand merci de m'avoir invité à venir ici. Je ne conçois aucun meilleur endroit que celui-ci dans ma vie et merci de tout cœur de tout ce que j'ai pu écouter. Je vais vous parler un peu comme on fait dans les films américains. J'avais un texte très long. Je vais lire peut-être une partie, mais bon, je vais faire comme on fait, on plie la feuille et l'oublier. Mais je vais parler surtout parce que dans l'entretien précédent, j'étais en train de l'écouter et je me disais, pourquoi suis-je aussi compliqué? Pourquoi je n'arrive pas à écouter les choses tranquillement et les accepter? Mais comme chaque fois que j'écoute quelque chose, je me dis toujours, c'est pas exactement comme ça. Et je ne sais pas, j'écoute par exemple, il ne faut pas tuer quiconque. Et je réfléchis, non, il ne faut pas tuer. Mais après, je pense aussi, c'est qu'on tue déjà en notre nom. C'est que pour que nous soyons tranquilles, on est en train de tuer d'autres personnes qui viennent à notre Europe et on est en train de les tuer en notre nom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
de tuer quiconque, mais et qu'est-ce que ça veut dire que tuer quelqu'un en notre nom? Et évidemment, c'est un peu comme ça que je réagis. C'est très difficile à vivre, mais c'est la façon de laquelle je réfléchis les choses. Et je pense aussi que, je n'aime pas venir sur les affaires personnelles parce que des fois on écoute, oui, moi aussi j'ai vécu ça. Il y avait aussi une question de classe, oui, mais Camus aussi a grandi et a changé de classe. Et cela ne lui ôte aucune valeur, n'est-ce pas? Alors, pas tout ne se trouve dans le passé pour expliquer les choses. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est dans le passé, mais qui n'est pas une excuse pour moi. C'est une façon de comment je m'exprime pour essayer de comprendre les choses. Mes parents, ma mère surtout, a eu une fille avec une paralysie cérébrale. Et j'écris un tout petit livre et je crois que c'est ce que j'ai mieux écrit, car finalement, ce n'est pas de la fausse modestie, elle l'a écrit à travers moi. Et c'est cette histoire. Hier, je racontais à Gaobo que pendant toute mon enfance, j'ai passé toute mon adolescence en regardant ma mère en train d'écrire des lettres parce qu'elle était l'une des fondatrices d'Amnesty International. Dans l'époque du franquisme, c'est un peu plus difficile que cette amnistie. Et elle écrivait des lettres à différents condamnés du monde entier pour dire qu'ils ne pouvaient pas tuer quelqu'un à mort en se dirigeant à toutes les instances possibles. Et c'est avec quoi j'ai grandi, quelque chose qui est presque plus fantastique que n'importe quel récit fantastique qu'on peut inventer. C'est une femme en train d'écrire des lettres à la Gambie, à la Corée ou à n'importe quel pays du monde pour que quelqu'un puisse lire cette lettre et décide de changer d'opinion. Et je ne sais pas, il me semble que parfois cette confusion que j'ai dans ma tête, c'est à cause de cela. Parce que je crois que j'ai vu quelque chose de presque d'impossible. Quelqu'un qui avait souffert la plus grande injustice dans la terre, il y en a beaucoup certainement, mais le cas de ma mère avec sa fille, on aurait pu éviter ce trouble. Et elle a voulu lutter de cette manière-là. Alors j'ai essayé de faire un petit texte, mais je vais le couper quelque peu avec tout ce que j'ai raconté maintenant. Mais si ce n'est pas cohérent, ne vous en faites pas, je suis en train de couper à toute vitesse mon texte. Bien, je vais commencer à lire. J'essaye d'imaginer les êtres humains et ceux qu'ils étaient et ceux qui viendront. Personne n'a aucune précision. Pardon. Je ne suis personne. Je voudrais être personne, mais je ne peux pas. Je parle d'un lieu et j'utilise la fiction pour donner à cet endroit la précision que le vécu aujourd'hui ne permet pas de donner aux vies réelles, mais oui à l'imaginaire. Je suis alors quelqu'un sans pression, qui peut regarder et ne pas être vu. Je suis la possibilité provisoire d'une interprétation angélicale ou désintéressée. J'ai essayé d'écrire ce récit, ne pas rire des actions humaines, ni de les pleurer, ni de les plaindre, mais les comprendre. J'aspire pas à autant. Comprendre, c'est assembler tout cela. Et j'imagine les années de la Deuxième Guerre mondiale, avant et après la France, les débats d'alors. Pourquoi les débats d'aujourd'hui n'ont pas la même hauteur? Peut-être pour ce qu'on appelle la perte d'autorité qui aurait été introduite par les réseaux, par le fait qu'un article, un livre puisse tomber dans un milieu silencieux qui ne souhaite pas écouter. Il tombe dans un milieu parlant, dans beaucoup de voix qui lit en diagonale ce qui est écrit, écoute en diagonale ce qui est écouté et aussi s'exprime en diagonale avec beaucoup de hâte. Mais cela ne semble pas être suffisant. L'autorité n'est pas tout à fait autorité si on se perd parce que d'autres, pour autant qu'ils soient, ont pris la parole. À quoi bon alors tout cela? Le manque de légitimité des instances, le manque de légitimité.
Il semblerait qu'on vit dans le monde post-normal et qui vient à dire que quand les faits sont incertains, les valeurs controversées, qu'il y a beaucoup de choses en jeu et les décisions sont urgentes. On décrit, oui, ce moment, mais il semblerait qu'en de l'arc du temps des vies humaines, il y aura toujours au moins quelque chose de semblable. Mais nous devons parler de notre période, de nos montres de certitude et probablement très proches. Les personnes sont en même temps semblables et différentes. On abandonne alors l'image de ne pas être à l'auteur. Peut-être certains débats de nos jours est à la hauteur. Il ne semblerait pas parce que certaines valeurs ont changé, d'autres ont disparu et nous avons gagné en connaissance. Contre ce que l'on pourrait dire, les connaissances rendent les certitudes plus difficiles, même la certitude si commune de la perplexité et le doute de la non-affirmation. Allons vers le titre qui nous convoque. Comment définir alors la liberté aujourd'hui que nous connaissons davantage, même si jamais suffisamment, et que nos gènes et notre intelligence ne peut comprendre comment vivre chez soi avec tant de stress. La réponse habituelle, c'est que cela touche une couche métaphysique et c'est dans le physique, dans le comportement au quotidien où il faut répondre. Ce que votre milieu vous permet ou vous oblige à faire. Mais cette réponse n'est pas une échappatoire parce que le stress a des causes et très souvent les causes ont de ceux qui les causent, qui limitent la liberté. Pour augmenter la liberté, il faut effectivement la justifier. On se rappelle de Dora, parce que finalement le monde est une prison, tant qu'il y aura un prisonnier. On se rappelle de Camus, de cette difficile conciliation entre vérité et justice, quand la vérité de tous, c'est précisément celle qui opprime certains, et donc le manque de liberté de quiconque, d'une autre personne. On cite ces paroles en 1953 à Saint-Étienne. Les opprimés ne souhaitent pas seulement oublier la faim, mais aussi de ses maîtres. Au fur et à mesure que le monde devient plus complexe parce qu'augmente le nombre des relations, aujourd'hui, il semblerait plus difficile qui sont les maîtres. Il ne suffit pas de parler des jets privés et le 1% de la richesse concentrée. La responsabilité se dilue aujourd'hui et frôle de plus près chacun d'entre nous parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Nous savons que la tranquillité de beaucoup, c'est l'anxiété de beaucoup d'autres et que dans l'anxiété du cortex humain se développe moins et les personnes perdent des capacités de s'épanouir. La liberté, et je reviens à Camus, insulte le travail et le sépare de la culture quand elle se fait par des privilèges. Et il continue, mais la liberté n'est pas faite d'abord de privilèges, mais bien de devoirs. Les devoirs, nous le disons aujourd'hui, touchent la responsabilité. C'est la responsabilité de la conscience des obligations ou est-ce l'obligation de répondre, d'assumer les conséquences? L'obligation doit être exigée par quelqu'un ou une institution. La conscience a leur propre hallucination et le fait qu'elle trompe également la manière d'interpréter ce qui ne peut être complètement défini. Vous vous rappelez peut-être la belle histoire de Camus dans son livre précisément appelé « La conscience des paroles ». Et par hasard, il avait trouvé une note anonyme le 23 août de 1939, une semaine avant que se déclare la Deuxième Guerre mondiale. Et elle disait, cette note, il n'a rien à faire. Mais si véritablement c'était un écrivain, je devrais pouvoir empêcher la guerre. Normalement, la note semble absurde et prétentieuse, à la même rhétorique vide de ceux qui, avec leur phrase d'Icanetti, ont provoqué consciemment la guerre. Mais quelques jours plus tard, il continue à réfléchir sur cette phrase. Il n'y a rien à faire. L'expression d'une défaite totale où devraient commencer les victoires. Et ensuite, mais si c'est vrai que j'étais écrivain, je devrais pouvoir empêcher la guerre, qui, analysée plus profondément,
à justement la confession d'un échec total, la confession d'une responsabilité précisément là, et cela signale Canetti où il y aurait moins de responsabilités possibles dans l'usage large du terme. L'auteur s'accuse à lui-même. Canetti voit dans le véritable écrivain la responsabilité d'en être responsable, surtout quand il admet une formulation orale et verbale et peut épier ses propres erreurs. Effectivement, c'est une responsabilité fictive. Canetti alors réfléchit sur ce que l'on peut donner plus de valeur que ce qu'un être humain peut s'imposer à lui-même, que ce qui est imposé par la force. Et il conclut en disant le besoin que des personnes s'imposent cette responsabilité par les paroles. On peut dire quelque chose de beau et impossible dans cette volonté qui est un désir de s'attribuer une responsabilité imaginaire. Je dis imaginaire parce que la responsabilité se fait réelle quand elle peut être assumée. Et de quelle manière une personne peut assumer aujourd'hui les bateaux de fortune naufragés, les guerres qui sont la conséquence de tout ce que leur forme de vie fait. Et cela a lieu pourtant à des milliers de kilomètres. Comment peut-on assumer de vrai et pas de manière imaginée les conséquences non souhaitées d'une action que l'on ne peut pas les toucher? Et comment peut-on imaginer que ce sont des conséquences non désirées, mais qui peut-être ne sont pas désirées, mais qui sont acceptées parce qu'elles sont très loin et qu'on n'imagine pas la façon de les éviter? Kant nous parle d'un temps où les conséquences n'étaient pas aussi loin des actions d'aujourd'hui. Le processus psychologique de comment on se trompe à soi-même et comment on a de la peine à assumer les conséquences comme une garantie de sa moralité. On parle de le fait de ne pas chercher et d'avoir trompé la légalité n'est pas tout simplement un simple hasard. Et nous arrivons à la dernière partie de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde. Dans la conférence, l'artiste et le temps, et pour critiquer certaines conceptions de l'art réaliste, Camus disait « La réalité de la vie d'un homme, pour dire d'une personne, ne se trouve pas uniquement là où il se trouve. Elle se trouve également dans d'autres vies qui donnent forme à la sienne. Les personnes aimées, les personnes inconnues, puissantes ou misérables, concitoyens, policiers ou miniers, diplomatiques et dictateurs, des réformistes religieux, des artistes qui créent des mythes décisifs pour notre conduite, enfin, le souverain hasard qui règne même sur ce qui n'est pas ordonné. » Fin de la citation. Être parce que d'autres existent, comme disait Madame le maire, implique il faut comprendre que beaucoup de personnes ne sont pas parce qu'il y a des décisions d'autres personnes et d'institutions qui leur empêchent d'être. Et cela suppose, dans un milieu plus intime, qu'est-ce que ça veut dire des expressions telles que être fidèle aux propres convictions? Pourquoi propres? Qui les a mis là? Et de quoi sont-elles faites? Qu'est-ce qui manque? La phrase qui nous convoque rentre dans une réflexion de Camus sur l'art. Le but de l'art est d'augmenter la quantité de richesse et de liberté. Je me rappelle que dans son discours à Suède, comment peut-on croire que l'art est l'ennemi déclaré de toutes les dictatures et pourquoi être surpris, pourquoi les artistes ou les écrivains ont été les premières victimes dans les dictatures de gauche ou droite. Et il a toujours défendu le droit d'avoir une opinion différente et je le fais moi aussi. Consciente alors du point aveugle qui sera également dans mes paroles. Ma tâche est d'écrire et je voudrais être d'accord avec Camus, mais je ne peux pas parce que nous parlons et nous pensons avec des volontés de comprendre, mais il y a toujours des choses qui nous échappent. Et je dis alors que non, que ce ne sont jamais les artistes et les intellectuels les premières victimes des tyrannies modernes. Ils sont simplement certains les victimes les plus connues, tandis que des centaines ou des milliers de personnes disparaissent sans savoir leur nom. C'est elles qui ont ouvert les chemins. C'est elles qui probablement ont permis aux artistes d'imaginer notre réalité et proposer qu'on lutte pour celle-ci. Tout au long
Et pendant des siècles, la culture, on le sait très bien, la culture avec un C majuscule, et non pas celle qu'on nommait, vit pour ainsi dire toujours avec le pouvoir à côté, récompensée par le pouvoir, et elle l'accompagne toujours, comme ceci a été dit par Natalia aussi, en permanente contradiction avec certains gestes qui souhaitent être héroïques mais qui sont très petits. Et les artistes et les travailleurs de la culture, nous le savons et nous l'oublions. Et on revient dessus car nous sommes des personnes et on se trompe à nous-mêmes. Nous savons et nous ne savons pas, et c'est ainsi que nous vivons. Ce que nous ne savons pas un jour apparaît subitement. Et alors c'est aussi Camus qui écrit et nous fait trembler. Maman, la vérité c'est que malgré tout mon amour, je n'ai pas pu vivre avec cette patience aveugle, sans phrase, sans projet. Je n'ai pas pu vivre cette vie ignorante et j'ai voyagé dans le monde, j'ai construit, j'ai aimé et j'ai brûlé les êtres humains. J'ai brûlé les êtres humains pour augmenter le degré de liberté, de responsabilité de tout le monde. On se demande comment augmenter le nôtre, ceux qui travaillent avec les paroles, de ceux qui nous imposons la responsabilité des paroles, même si cela ne suffit pas. Aussi, la haine contre l'injustice, disait Brecht, nous éteint la voix. Et nous-mêmes qui essayons de préparer le chemin de l'amabilité, on n'a pas pu être aimable. Et maintenant, l'urgence dans laquelle nous vivons, économique, climatique, on nous demande de ne pas être aimable. Et en même temps, je dois vous dire qu'on a besoin d'une extraordinaire attention qui peut se trouver que dans l'amabilité pour savoir comment agir. Et même si on ne souhaite pas brûler les êtres, nous n'arrivons pas à l'éviter en suivant les paroles de Miguel Ángel Moratino que sonnent et on écoute les tambours de la paix. Pendant très longtemps, j'ai cru que par notre métier, on donnait trop d'importance aux paroles, aux existences. Et je me dis qu'il ne faut pas leur donner trop. C'est pas que les histoires s'intercalent entre l'histoire et les faits. C'est comme l'air, il est là. Aujourd'hui, les grandes structures continuent à transformer la responsabilité dans un nouveau produit de consommation, quelque chose qu'on peut acheter et qui est compris dans les conditions du service, soit-il une assurance ou le soi-disant intelligence artificielle. Aujourd'hui, peut-être que notre histoire peut montrer que la responsabilité ne peut être achetée et ce n'est pas on n'essaie pas de l'éviter, mais plutôt de pouvoir l'exercer. Et comment ? Et depuis où ? Peut-être qu'on devrait se demander à nouveau qui a dit qu'il fallait équilibrer la justice à l'égalité. Parce que si moi je suis moins libre que toi, je le suis aussi. Tandis que toi ou moi, on ne peut pas être plus parce que le plus a des limites et il y a des barrières. En avril, beaucoup d'arbres dispersent effectivement leurs semences et celles-ci neigent sur la tête des êtres humains. J'essaie d'imaginer les êtres humains qui ont été, qui sont et qui seront. Augmenter le degré de liberté, de responsabilité des personnes, c'est conjuguer le pluriel de ces histoires qui ne sont pas seulement les histoires des écrivains et des artistes, celles qui sont écrites par des actes et toujours en liberté face à l'oppression. Et essayer de rechercher la justice en temps, dans la recherche, je dis bien de la justice, le temps que nous sommes et qui s'éloigne jusqu'au moment où on ne sera plus là. Merci beaucoup. Bonjour. En fait, j'ai décidé de changer mon intervention en vous écoutant depuis ce matin. On a beaucoup parlé de solitude, on a beaucoup parlé d'individualisme.
moi je suis habitée par le nous. Et mon corps, en fait, parle, en fait, au nom de différents jeux, un nom d'un collectif. Et j'aimerais, en fait, vous partager, en fait, une expérience collective qui a démarré il y a plus de 10 ans au travers d'une revue qu'on a fondée et qui s'appelle Africada. Mais avant, en fait, d'arriver à cette expérience collective, je vais un tout petit peu, en introduction, parler au nom du jeu. Et peut-être ça va vous permettre peut-être de comprendre pourquoi l'importance, en tout cas pour moi, du nous, dans le sens où quand on est en résistance, quand on est en lutte, quand on a besoin et quand on espère et qu'on lutte pour les transformations sociales, sans le nous, on ne peut pas y arriver. Et moi, je lutte justement pour les transformations sociales, surtout dans le monde de l'art. Moi, je viens au départ, en fait, je viens plutôt du monde du cinéma. Je pourrais dire je faisais des formes d'objets filmiques, plutôt du cinéma expérimental. Et j'ai toujours, en fait, j'ai toujours voulu faire des projets ou travailler collectivement. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me permet, en fait, de pouvoir, en fait, repenser, produire différemment. Et moi, j'ai grandi, en fait, je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi en banlieue parisienne. Je viens de la culture hip-hop et c'est une culture en fait du do-it-yourself. C'est-à-dire c'est une culture dans le sens qui m'a appris en fait l'école de la rue, dans le sens où quand on n'est pas contente en fait d'une situation, il faut faire les choses par soi-même, il faut essayer de les transformer, mais d'une manière collective. Et là, je voudrais bien si on peut en fait, s'il vous plaît, lancer le petit film pour en même temps pendant que c'est pas que je suis obligée, mais pour moi c'est important de lire un petit texte du collectif dont je représente parce que je parle aussi en leur nom, même s'ils ne sont pas là, mais tout le travail dont je vais partager avec vous, c'est un travail qui a été pensé, produit collectivement. Et les voix en fait qui s'expriment à travers Africada aujourd'hui, ce sont des voix qui viennent combler un manque et un décalage existant entre continuum colonial, des discours et des pratiques de résistance locale. Et montrer que continuer de parler de nous, sans nous, faire preuve d'une incompréhension globale sur les problématiques discriminatoires et postcoloniales ne relève d'aucun sens. Le collectif Africada s'impose ainsi comme une roche de résistance vis-à-vis des pratiques de légitimation du pouvoir. Nous avons tenté, dans plusieurs numéros, d'essayer de réécrire une histoire de l'art plus inclusive. Une histoire de l'art où beaucoup d'artistes afrodescendants ont été effacés, une façon de montrer l'autre dans les musées institutionnels, comment se repenser, comment mettre en place des nouvelles façons de monstration pour réécrire cette histoire de l'art commune, une histoire de l'art inclusive qui parlerait de nous et où on pourrait en fait questionner les différentes pratiques issues de notre histoire. Le collectif Africada, en un temps, pour lui, a pensé qu'il était temps de redéfinir les relations entre territoire, idées et mouvements artistiques. Qu'il est temps de redéfinir les nouvelles relations. Africada est une revue qui apporte une autre perspective à la scène artistique contemporaine, en racontant l'histoire et les trajectoires des communautés artistiques au-delà des frontières et du marché de l'art.
Nous sommes un laboratoire qui se compose de chercheurs, d'artistes et d'activistes et de curateurs. Un laboratoire qui intègre la richesse d'une scène artistique émergente dont la production mérite visibilité et réflexion. La revue est un espace esthétique et éthique face aux enjeux majeurs de la mondialisation. On place l'art contemporain dans une perspective de réflexe et de réflexion globale, au-delà des géographies et des politiques culturelles. Il révèle à la conscience du monde l'artiste contemporain et sa modernité. L'approche de l'histoire de l'art contemporain africain, car il est temps pour nous d'être acteurs de notre histoire. Il est temps, en contribuant ainsi à la réinvention des idées et espaces artistiques. Créer cette revue est pour nous un acte politique, car pour nous, il a toujours été important d'être maître de son histoire et de pouvoir en fait écrire d'une manière située son histoire. Pour nous, on pense la revue comme un espace de monstration. Comment faire dans un pays où une diaspora n'a pas son propre musée, n'a pas ses propres espaces d'expression. Donc pour nous, quand on a pensé en fait cette revue-là, en fait, cet espace est devenu en fait notre espace de résistance, mais c'est aussi devenu en fait un espace de guérison. Prendre soin de nos récits, prendre soin en fait des histoires afin de nous réparer, des histoires qui étaient invisibilisées, des histoires qui ont été effacées, et comment en fait mettre dans la lumière les voix silencieuses. Et à chaque fois, moi en tant que curatrice, j'essaye en fait je m'intéresse beaucoup en fait au profil d'artistes-chercheurs. Pourquoi ? Parce que quelque part, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait, à partir d'une revue où on a mis en place un concept qu'on a appelé l'acte éditorial live, c'est-à-dire que pour chaque sortie du numéro, on expose en fait le contenu en fait dans différents espaces. Comment exposer la pensée sous toutes ses formes ? C'est des problématiques qui nous intéressent, et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse en fait au profil d'artistes-chercheurs. On a mis aussi en place un événement qu'on produit en fait pendant la Biennale de Dakar. Je pourrais dire, on a appelé ça l'African Art Book Fair, mais en fait, c'est pas du tout une foire, c'est plutôt une anti-foire. C'est un projet artistique qu'on produit en fait pendant la Biennale de Dakar, et en fait, cette plateforme a pour objectif en fait d'accompagner, d'aider et d'encourager en fait des éditeurs indépendants sur le continent afin de les inciter en fait à produire des catalogues d'artistes africains, des monographies, des essais, et aussi c'est une manière aussi de pouvoir aussi nous retrouver, dans le sens où la question de la langue est je dirais une barrière pour certaines personnes, mais le langage artistique, pour moi, le langage visuel a toujours été un langage qui permettait de déconstruire des frontières. Et dans cet espace de l'African Art Book Fair, avec les éditeurs indépendants qu'on invite pour chaque édition, on essaie de réfléchir à des formes alternatives, par exemple de circulation des productions, parce qu'on sait que sur le continent, c'est très très difficile de faire circuler les publications. Ce qui s'écrit en Afrique du Sud, en plus en langue anglophone, c'est difficile de le retrouver, par exemple, au Sénégal, c'est difficile de le retrouver, en fait, au Maroc. Et en même temps, comme on est des petites maisons d'édition,
on ne veut pas non plus être récupéré par Amazon. Donc, par exemple, aussi, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est quand on se retrouve tous les 2 ans, c'est par exemple, on s'échange en fait les publications. Par exemple, moi, quand je suis invitée dans différentes foires d'édition en art, je représente en fait, je sélectionne des publications des éditeurs qui ne peuvent pas voyager. Parce que tout... C'est-à-dire que... Comment vous dire ça? La question de la circulation de la pensée aussi, c'est-à-dire que ce qui s'écrit au nord se retrouve plus facilement dans le sud, dans les territoires du sud, et ce qui s'écrit dans les territoires du sud ont du mal à voir le jour, à circuler dans les territoires du nord. Je dis ça parce que je dirige aussi, je suis co-directrice d'une foire d'édition en art à Berlin. On a fait un projet qui s'appelait Decolonizing Art Book Fair. Et l'idée, c'était en fait de sensibiliser les différents directeurs de foires d'édition en art, parce que j'avais remarqué que dans ces différentes foires internationales, on ne retrouvait pas du tout d'éditeurs du continent du Sud. Et donc, on a fait un projet, c'était pendant le Covid, où en fait, je devais curater et inviter en fait des éditeurs indépendants issus du continent africain. Et finalement, le projet n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, mais on a décidé en fait de faire une publication, comme on a en fait pensé comme une foire, parce que j'aime beaucoup en fait travailler le livre comme médium, et puis travailler aussi l'espace de la publication, mais comme un espace vraiment de monstration, parce que quelque part, je trouve que c'est un formidable espace pour pouvoir en fait se réinventer, proposer des nouveaux récits et des voix qu'on entend très très peu. Et l'année où on a pu faire en fait cette foire Miss Read, on a décidé d'inviter en fait ces éditeurs qui avaient participé en fait à cette publication. Et chaque éditeur en fait dans cette publication avait son propre espace d'expression. Et c'était aussi une manière pour nous de comment on passe d'un espace physique, qui est une foire ou une exposition, et comment en fait cet espace physique se transforme dans l'espace de la publication. Et en fait, ce qui s'est passé, on a invité, je crois, une vingtaine d'éditeurs, et malgré qu'on avait payé, tout était pris en charge, etc., la problématique en fait du visa s'imposait, dans le sens où, même si avec toutes les lettres d'invitation, etc., toute la prise en charge, et ben, certains de ces éditeurs, une bonne partie, n'ont pas pu avoir le visa, alors qu'on avait eu l'argent du ministère des Affaires étrangères allemande. Et c'est la même ambassade qui en fait refuse en fait à ces éditeurs, à ces écrivains, de venir partager en fait leur production. Donc la question de la circulation de la pensée, qui a le droit de... Comment circulent en fait les idées, qui a le droit de circuler, quelles formes d'idées peuvent circuler, c'est aussi des problématiques qui nous traversent dans le collectif Africada. Je voulais vous partager un projet que je viens de démarrer parce que on allie théorie et pratique. Tout ce qui en fait produit tous les concepts théoriques qu'on essaie de mettre en place, on essaye en fait à chaque fois de les mettre en pratique. C'est aussi une manière de voir en fait comment en fait ces idées peuvent s'infiltrer auprès des communautés, auprès de la société, ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Et là, en ce moment, je suis en train de travailler au laboratoire d'Aubervilliers, suite à une invitation d'une artiste espagnole, Paola Valero, qui, ça fait depuis 5 ans, travaille sur un projet de l'herbier en résistance de Rosa Luxembourg. C'est un projet qu'elle a fait avec différentes communautés de femmes, que ce soit à Cuba, au Brésil, en Argentine, et même en Espagne, dans différentes villes, à Valence, je crois, à Madrid. Et elle m'a en fait invitée parce que j'avais une expertise sur les questions décoloniales qu'elle n'avait pas. Et l'idée de ce projet, en fait, c'était de créer une forme de généalogie, c'est-à-dire le laboratoire d'Aubervilliers, en fait, a un potager. Et il s'avère que ce potager, en fait, il y a des collectifs de femmes du quartier qui viennent, en fait, souvent y travailler, y planter des graines, polliniser, recoloniser quelque part, parce qu'en fait, des fois, elles partent au pays, elles ramènent des graines, et elles ont envie, en fait, de les planter, en fait, dans ce potager, qui est devenu un potager assez incroyable, avec une histoire aussi incroyable, parce que pour moi, ce sont les femmes qui prennent soin du vivant. C'est elles qui prennent soin de la vie. Et en travaillant, en fait, en commençant à travailler avec elles sur ce projet, l'idée, en fait, du projet, c'est quelque part d'aller à la rencontre de différents potagers qui existent dans la ville d'Aubervilliers, mais aussi le potager du laboratoire d'Aubervilliers, et de trouver en fait les plantes qu'on appelle, comment je pourrais dire, des plantes, entre guillemets, les mauvaises herbes. Mais après, les mauvaises herbes, ça dépend pour qui. Parce que ce sont en fait des plantes résistantes qui arrivent à pousser dans des endroits inimaginables, dans du béton, dans des sors pollués. Et l'idée, justement, c'est de relier en fait ces plantes résistantes, qu'on appelle mauvaises herbes, de les relier en fait avec des récits de ces femmes, où en fait, où elles vont proposer des femmes qui les ont inspirées, des femmes qui, pour elles, sont importantes, qui les ont quelque part permis de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, et qui sont pour elles des femmes très résistantes. Et comment en fait relier en fait ces femmes-là avec les plantes résistantes. Et ça, c'est tout l'enjeu du projet, sachant aussi que une partie il y a des femmes dans ce collectif qui ne savent pas lire et écrire. Et donc, avec mon amie Paola, cette artiste espagnole, on a imaginé des formes de workshop pour pouvoir en fait créer des fiches, ces fiches qui allaient relier entre les plantes et ces femmes-là. Par exemple, elle va faire un workshop de dessin où en fait elles vont photographier ces plantes-là et du coup leur apprendre à dessiner, qui est aussi une manière de se poser, qui est aussi une autre forme de temporalité. On a parlé de la notion du temps, comment prendre le temps pour soi dans un monde où tout va vite. C'est aussi quelque part juste respirer. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment les artistes arrivent justement à briser cette frontière du sachant et du non-sachant. Qu'est-ce que c'est que le sachant? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, avec le savoir en fait de ces femmes qui ont un savoir sur les plantes que moi je n'ai pas du tout, comment ensemble, avec cet artiste, on va construire un nouvel herbier résistant à partir d'Aubervilliers. Et j'avais envie de pour terminer ma présentation, de vous partager cette expérience-là, que le partage des savoirs et des connaissances est pour moi très important, quel que soit le milieu d'où l'on vient. Chacun, on a tous des formes de savoir
en tout cas, à partager et à s'enrichir aussi mutuellement. Merci. S'il y a une conversation de ce que vous avez dit, si cela vous suggère quelque chose entre vous, vous profitez carrément qu'on ouvre le micro au public. Que souhaitez-vous faire? Moi, je voudrais demander... Pascal, s'il vous plaît. Pascal, je voudrais vous demander, mais vous avez des écouteurs? Oui, vous écoutez la traduction, madame? Vous avez la traduction, je continue à parler, madame? Oui? Vous avez la traduction? C'est bon? Merci, allez-y. Oui, alors je voudrais vous demander, excusez-moi Pascal, je voudrais vous demander, j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit de travailler l'art. Oui, vous avez le son? Je continue à parler, c'est bon maintenant? Vous avez le son, oui? Oui, est-ce que vous pouvez... Oui, je reviens. Je disais, j'étais très intéressé par ce que vous avez dit de travailler l'art du collectif. Et je voudrais vous demander, car l'un des grands problèmes qu'il peut y avoir dans notre pays quand on essaye de parler des différents discours qui circulent, c'est la puissance de diffusion. C'est-à-dire, en Espagne, par exemple, peuvent circuler beaucoup de discours. Mais certains, je les écoute, l'écoutent 50 personnes et d'autres sont écoutés par 50 millions de personnes. Et rompre ces limites de la force de diffusion est très difficile. J'aimerais vous demander si vous avez le sentiment que le fait de construire en collectif Africana a augmenté la puissance de diffusion ou rendait encore plus difficile parce que parfois on recherche l'individu, celui qu'on peut amener à certains endroits et autres. Est-ce que cela vous a permis d'ouvrir ces espaces-là? En fait, nous, on est conscient qu'on est une niche. Et la manière dont on travaille comme des fourmis. Par exemple, on vient de sortir ce numéro, Racisme et discrimination en école d'art. On a mis en fait 1 an et demi, presque 2 ans pour sortir ce numéro. Et donc, quelque part, la manière en fait dont on travaille ensemble, c'est aussi, on a une méthodologie de produire du commun. On met en place à chaque fois un groupe de recherche avec... c'est-à-dire qu'il y a le noyau du collectif, mais pour chaque thématique, on invite les personnes concernées. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce que l'écriture située, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de mettre en avant. Par exemple, pour ce dernier numéro, on a travaillé en fait avec des étudiants en école d'art qui avaient subi des questions de discrimination raciale. Et pour nous, c'était un numéro, c'était la première fois on avait beaucoup de difficultés à produire ce numéro. D'ailleurs, il y a très peu de directeurs d'école qui ont voulu écrire dans le numéro. On a un directeur d'école qui s'est associé, qui a défendu et qui nous a aussi soutenus. Très peu de profs ont voulu écrire en se disant qu'ils ne se sentaient pas concernés. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré avec les étudiants. Et ce numéro, en fait, propose à notre petite, modeste échelle, propose en fait des solutions pour pouvoir en fait lutter contre les problèmes de discrimination. Par exemple, on avait remarqué que beaucoup des étudiants avec lesquels nous travaillons pour produire en fait ce numéro étaient confrontés en fait aux problèmes de contenu, c'est-à-dire aux problèmes de mémoire, des nouvelles pratiques artistiques,
qu'ils essayaient en fait d'amener au sein d'une école d'art très conservative. On peut, par exemple, moi j'enseignais pendant 1 an à l'école des Beaux-Arts de La Réunion, justement sur l'écriture située. Et on peut passer en fait 5 ans et avoir son diplôme à l'école des Beaux-Arts sans qu'on te parle d'un artiste rayonnais. Donc comment on fait en tant que jeune artiste rayonnais pour se projeter, pour avoir des modèles quand l'histoire de l'art qui nous est en fait partagée dans son école, il n'y a pas des artistes issus du territoire dans cette histoire de l'art qui nous est racontée. Comment, quelque part, quand on a, effectivement, il y a de plus en plus d'artistes et d'étudiants issus de l'immigration dans les écoles d'art qui emmènent en fait beaucoup de sujets autour de leurs récits, soit des récits issus de l'immigration, soit des récits de leurs parents, etc. Et on a un corps professoral qui n'est pas en fait, qui n'a pas les outils pour accompagner en fait les travaux de ces étudiants-là. On a mis en place un projet qu'on appelle la bibliothèque augmentée. La bibliothèque augmentée, c'est un projet qui justement qui permet de réécrire une histoire de l'art plus inclusive, dans le sens où on a travaillé en fait avec des étudiants. Les monographies, qui est plus de monographies d'artistes issus des territoires du Sud, qui est plus de livres de penseurs de post-colonial studies. En fait, tout ce qui n'existe pas dans la bibliothèque de l'école d'art, là où ils sont. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient déjà, en fait, quelque part, leur propre bibliothèque. Et on a fusionné ensemble pour, justement, repenser, en fait, une bibliothèque plus inclusive et qui inclut, en fait, toutes ces nouvelles voix qui ont été silencées pendant de nombreuses années. Et ce que je trouve moins intéressant en tant que curatrice, c'est on a commencé depuis 4-5 ans à travailler dans l'espace de la bibliothèque. La bibliothèque pensée comme un espace refuge, la bibliothèque pensée comme un espace de monstration. Parce que ça m'intéresse, en fait, tous ces lieux de savoir qui sont très sacrés, comment justement désacraliser, en fait, ces savoirs pour les rendre plus accessibles à un plus grand nombre. On avait fait un projet à la bibliothèque du Centre Pompidou avec le collectif Chimirongwa, avec le curateur Anthony Djabé, qui est basé en fait en Afrique du Sud à Cape Town. Ça fait plus de 10 ans en fait qu'ils expérimentent et qu'ils travaillent dans l'espace bibliothèque, dans le sens où ils avaient commencé il y a plus de 10 ans où leur bibliothèque à Cape Town, ils avaient remarqué pendant l'apartheid, cette bibliothèque, les étudiants noirs ne pouvaient pas fréquenter cette bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il n'y avait que des auteurs blancs. Et ils ont fait, en fait, mais ce qui était intéressant, c'est que les seules personnes racisées qui avaient le droit de fréquenter, en fait, la bibliothèque, c'était les gardiens et les femmes de ménage. Et ce qui se passait, c'est que les étudiants, en fait, donnaient la liste des livres dont ils avaient besoin aux gardiens. Et comme il y avait certaines femmes de ménage qui ne savaient pas lire tout ça, ils mettaient en fait des formes de stickers pour ces livres-là. Et quand les femmes de ménage venaient nettoyer la bibliothèque, ils prenaient les livres qui étaient stickés, ils les sortaient. Les étudiants faisaient des photocopies et quand ils revenaient le lendemain faire le ménage, ils remettaient en fait les livres en place. Et par exemple, la bibliothèque de Chimirongwa, c'est une bibliothèque qui n'est constituée que d'auteurs noirs. Et leur projet, c'était justement que la bibliothèque Chimirongwa s'infiltre dans la bibliothèque à Cape Town. Et c'est un projet qu'ils ont fait en fait dans différentes villes, que ce soit à Lagos, à San Francisco, etc. Et quand ils sont venus à Paris en 2020, on a travaillé en fait avec 8 chercheurs pendant 1 an et demi à lire la bibliothèque du Centre Pompidou. Et on a remarqué aussi que les gens qui fréquentaient cette bibliothèque, ce n'étaient pas seulement les étudiants. Et c'est ça aussi qui nous intéressait et comment aussi on pouvait transformer en fait cette bibliothèque qui est un grand lieu de savoir en un autre espace. On avait remarqué qu'il y avait par exemple beaucoup
pas mal de SDF qui viennent à l'ouverture et qui viennent là pour se reposer, qui viennent là, surtout en hiver quand il fait chaud, ils se mettent dans un coin et ils restent là parce que la bibliothèque elle est ouverte jusqu'à 22h. On avait remarqué que par exemple c'est aussi une bibliothèque où il y a des migrants qui viennent là parce qu'on peut apprendre différentes langues. On prend des écouteurs avec, il y a des téléviseurs et ils sont là, ils peuvent apprendre le français, ils peuvent aussi avoir des nouvelles de leur pays. Donc il y avait plusieurs façons où on remarquait que le public en fait, qui fréquentait en fait, cette bibliothèque venait pour différentes raisons. Et du coup, on a mis en place une forme de, je dirais, une installation, parce que le curateur Anthony Djabé n'aime pas trop le terme d'exposition, parce que lui, le terme d'exposition, ça représente la couverture du livre, et l'installation, c'est le contenu en fait, de ce qu'il y a dans le livre. Et ça, c'est des formes d'expérience en fait, sur lesquelles moi m'intéresse de travailler. Et j'essaie de trouver justement, on essaie de trouver différentes formes en tout cas d'exposer la pensée sous toutes ces formes-là. Moi, j'avais une question pour Beau, par rapport en fait à ton travail photographique, parce que le médium de la photo, c'est aussi un médium on parle beaucoup de représentation des corps. Et je vois que dans ton travail justement photographique, la place des corps est très présente et très importante. Et je voulais en fait te poser en fait la question, quelle est ta relation en fait quand tu travailles en tant qu'artiste avec ces corps-là? Pour moi, le corps et le portrait, c'est deux choses différentes. Vous m'avez posé la question, ma relation dans mon travail entre moi et le corps. Le corps est un vrai sujet. Le corps est une vraie matière. Et c'est vrai, souvent dans mon travail, j'exprime avec les corps de femmes, hommes, et aussi parfois mon propre corps. Ouais. Et je ne comprenais pas très bien pourquoi vous me posez cette question de rapport avec le corps. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? En fait, le médium, le médium photographique, c'est quand même un médium où, en fait, il peut être fictionnel, dans le sens où il peut y avoir de la mise en scène. Et il y a aussi des types de photographies où, en fait, l'artiste instaure, en fait, une relation, en fait, avec le personnage dont il photographie. D'accord. C'était dans ce sens-là. Oui, d'accord. Moi, j'étais toujours très à l'aise avec les corps ou une personne en face. Je suis toujours très, très à l'aise. Si le corps en face de moi qui n'est pas à l'aise, bon, bah tant pis, je ne le fais pas. Et j'ai toujours... Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je fais moins en moins de photos vis-à-vis des corps, parce que tous les corps est protégé par la loi. Donc je ne sais plus si j'ai le droit ou je n'ai pas le droit, s'il faut demander l'autorisation, ou si un jour il va dire que tu n'as pas signé le contrat avec moi, et ça me pose des problèmes. Donc aujourd'hui, je fais moins en moins de photos vis-à-vis en face des corps. Mais je préfère de faire des photos des amis, des gens que je connais, et où déjà je fais moins en moins, parce que j'ai assez de stock pour développer mon travail. Voilà. Oui.
sais pas si je vous ai bien répondu. Oui. Ouais. Oh. Vous êtes d'accord si nous passons... Pardon, un moment. Si vous êtes d'accord... Allô? Oui, ah, voilà, au public, oui. Good evening, buenas noches. Merci à tous pour votre intervention très enrichissante. Ma question est pour M. Gaobo. Monsieur Gaobo, quand vous avez commencé votre intervention, je suis ici, vous avez parlé dans votre langue maternelle et vous avez dit après que vous vous étiez senti très seul, enfin une certaine solitude. Je ne peux pas vous dire combien je me suis sentie très seule lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'interprète. Et je me suis dit, c'est terrible, seule et frustrée. Ce monsieur a parlé pendant une demi-heure et je ne vais rien comprendre. Ça, c'était terrible. Mais ça, c'est juste une boutade. Ma question est beaucoup plus importante. Le récit de vos souvenirs d'enfance m'ont terriblement impressionnée. Et alors, je me demandais... cette banalisation du mal, comme disait Hannah Arendt, due au régime politique, je suppose, de l'époque, où des enfants allaient fêter l'exécution de concitoyens, mais comme une grande joie, puisque vous couriez devant et derrière, etc. Je voulais savoir à quel moment de votre vie, si ça n'est pas indiscret, vous avez pu assumer ce souvenir, et si la photographie vous a aidé à remettre les choses en place et à, comment dire, faire la paix avec votre passé, avec ses souvenirs. Évidemment, le titre, c'est augmenter le grade de liberté et de responsabilité de chaque personne. Vous n'aviez aucune liberté, aucune responsabilité à cette époque-là. Mais je voulais savoir si c'est grâce à la photographie ou si la photographie vous a aidé, ou vous avez cherché un moyen d'échapper à vos souvenirs. Merci pour votre question. J'essaie de vous répondre correctement. La photographie, c'est un outil. C'est une matière que j'ai empruntée pour s'exprimer. Et dans ce langage, je me sens souvent très limité. Ouais. Et pourquoi ? Je ne sais pas si je me suis bien sorti de tout ce que mes souvenirs, hein, on parlait de mes souvenirs. Et ce que j'ai essayé, ou j'étais même peut-être inconscient, je ne sais pas pourquoi, dans mes travaux, je trouve toujours la beauté dans les blessures. Et parce que cette beauté, on m'a imposé de notre société. Et de notre société, je n'y crois toujours pas. Moi, je me suis dit, c'est pas ça. Je cherche quelque chose de plus évident, plus essentiel. Ouais. Mais cette beauté qui me cachait les yeux, je ne le vois plus. Mais c'est pas parce que je suis quelqu'un de sombre. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le faisceau de lumière noire. Ça n'existe pas, on n'a pas envie, hein,
c'est parce que nous, quand on est entre les deux lumières, et nous, on reste dans le faisceau de lumière noire, mais j'ai envie de sortir de ça. Hein. C'est surtout pas ça que j'ai envie de rester toute ma vie. Mais je me suis dit, cette blessure, si on n'essaie pas de se soigner, de se guérir, et après on va avancer. Là, le danger est là. Plus qu'on avance, et plus qu'on fait des erreurs, même parfois, c'est le désastre. C'est ce que j'ai compris. Donc je dis, il faut que je termine de cette partie. Il faut que je le soigne, cette blessure, avant de partir. Et j'espère que, à travers tous mes efforts, tous mes travaux, je suis plus proche de cette lumière. Thank you all. Really enjoyed your talks. Bien, merci à vous tous. J'ai beaucoup joui de ces présentations. J'ai une question pour Pascal. Okay, so, Alors, in your collective working to decolonize narratives, dans votre travail collectif sur la décolonisation du continent africain, je suis très intéressé d'avoir plus de réflexion et votre pensée. Et dans quelle mesure les artistes sont-ils en train d'aborder ce sujet de décolonisation? Comment sont-ils en train de changer dans le contexte africain? Et comment ces narrations alternatives sont-elles perçues dans leur milieu? J'aimerais savoir un peu plus si c'est possible. Ouais, c'est une longue... c'est une question qui est... elle n'est pas évidente à répondre parce que c'est un mouvement, en fait. On pourrait parler d'un mouvement de déconstruction des récits, un mouvement de décolonisation des savoirs, un mouvement aussi de se réapproprier aussi d'une autre façon nos récits. Apprendre aussi à faire autrement, apprendre à montrer l'autre autrement, penser des espaces en fait qui sont des espaces où on prend soin des récits, où on prend soin des artistes, où on prend soin des formes d'expression qu'on est en train de produire, qu'on est en train de créer. Pour moi, ça participe en fait de tout ça. Et il y a beaucoup d'artistes qui œuvrent dans ce sens-là. Certains curateurs aussi, pas que. Mais je pense que c'est pour ça que, quand je disais que je m'intéressais beaucoup au profil d'artistes-chercheurs, parce que aussi ce sont des artistes qui, à partir des penseurs de Postcolonial Studies, les traduisent au travers un langage artistique. Et j'ai l'impression que ce langage artistique, en tout cas, atteint plus facilement les publics et nous permet de mieux comprendre en fait les complexités du monde dans lequel nous vivons, permet aussi de réparer en fait certaines blessures. Pour moi, je pense que l'écriture est vraiment une façon
et un moyen de réparer en fait justement ces blessures qui ont été souvent invisibilisées, souvent effacées, et qu'aujourd'hui en fait ce courant-là, je dirais, se réapproprie pour les raconter autrement et pour pouvoir en fait réécrire en fait une histoire plus inclusive dans ce sens-là. Et il y a tellement d'artistes. Moi, je sais par exemple, j'ai travaillé à la colonie Barré. La colonie Barré, c'est un espace qui a été créé par l'artiste franco-algérien Kader Atia. C'est un espace qui a duré pendant 3 ans, mais c'était un laboratoire de recherche. Les plus grands penseurs sont venus en fait dans cet espace-là, des artistes, des activistes. C'était un espace où en fait justement aussi bien des jeunes issus des quartiers populaires que des curateurs, que des gens par exemple de Sciences Po qui voulaient venir faire leur conférence à la colonie venaient. Donc il y avait, ça prouvait qu'on pouvait en fait produire du commun, mais aussi se mélanger. Et c'est quelque chose pour moi qui devient, ça devient de plus en plus difficile de trouver des espaces de mixité, des espaces d'écoute, apprendre à écouter. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de réapprendre à écouter l'autre. Et pour moi, en fait, les espaces, je travaille beaucoup avec j'ai beaucoup travaillé avec différentes institutions muséales. Et c'était des espaces en fait toxiques en fait pour moi. Et à chaque fois, les gens me disaient mais pourquoi tu continues à accepter, aller travailler dans ces espaces que tu considères toxiques? Parce que quelque part aussi, la question de garder en fait le dialogue avec ces espaces-là, c'est aussi important. Même si moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de nouveaux espaces, parce que pour moi, l'espace muséal, pour moi, est impossible à décoloniser. Pour moi, ce sont des espaces obsolètes. Et du coup, quelque part, je préfère aujourd'hui, en tout cas, mettre mon énergie dans des espaces qui, en tout cas, qui justement réparent et prennent soin, en fait, des communautés qui m'intéressent de questionner. Merci. Je voudrais, sur cette question de décolonisation des savoirs et des imaginaires, je voudrais te soumettre deux éléments de réflexion et avoir ton avis là-dessus. La première, c'est qu'on a un double... Je pars de l'éthique de justesse qui est chère à Albert Camus. Je me pose la question dans le devoir de réparation, mais également d'émancipation, comment on arrive à trouver l'équilibre. Parce que quand on se limite uniquement à la réparation, on peut tomber dans l'essentialisme. Et lorsque on est dans l'équilibre entre la réparation et l'émancipation, on peut ouvrir vers le dialogue et aller vers ce que Édouard Glissant appelle cette nécessité de latéralisation de l'universel. Ça veut dire, je ne suis pas uniquement en train de réparer uniquement pour reconstruire du récit à partir du local, uniquement, mais je le fais aussi pour décentrer l'universel. Et à partir de là, me vient la deuxième réflexion, c'est que la décolonisation nécessite le décloisonnement. Je m'explique. Le décloisonnement des disciplines, le décloisonnement des savoirs, mais ceci, en plus de nous amener à travailler sur les oralités, les récits alternatifs, tout ça, on est d'accord, les épistémés, tout ce qu'on appelle la justice épistémique, tout ça, on est d'accord là-dessus. Il nous reste quand même une question beaucoup plus critique. Tu viens de parler d'institutions toxiques, c'est que nous devons décoloniser les lieux de production de savoir. Ça veut dire les institutions.
qui sont dans l'Empire. Et je parle, et je prends ma position critique, je parle du Maroc qui est en même temps une ancienne colonie et un empire. Donc, la question principale, c'est comment nous pouvons décoloniser les institutions de production de savoir. Sinon, tu l'as dit tout à l'heure, on va rester dans des niches et dans des lieux marginaux dans lesquels, effectivement, nous arrivons à faire quelques petites choses. On est sur le même combat, mais comment faire pour décoloniser les institutions de savoir qui, aujourd'hui, tiennent le récit dominant sur la manière de se représenter le monde? Alors, en ce qui concerne la question de la réparation, en fait, je pense que moi, longtemps, j'ai habité dans un corps malade. Et un corps malade, c'est dans le sens où un peu où j'ai fait mes études en fait ici en France. Et du coup, il y a des penseurs, j'ai lu des penseurs, ou on m'a fait lire des penseurs, et ces penseurs-là, je ne me suis jamais retrouvée dans leur récit. Et pour moi, en fait, cette nécessité de se réparer, pour moi, passe aussi par comment décoloniser nos corps. Décoloniser nos corps, ça veut dire quelque part aussi se soigner. Ça veut dire prendre conscience qu'on est quelque part qu'on est malade et comment trouver des outils pour en fait se soigner, pour se réparer et après pour pouvoir justement trouver la force et l'énergie d'aller vers l'autre. Parce que c'est difficile quand on est malade, fatigué, de trouver la force de partager du commun et d'aller vers cet autre. Et c'est pour ça que je parlais en fait de cette nécessité pour moi d'abord de me soigner, de me réparer, de réparer mon corps, de réparer les corps de ma communauté, parce que c'est important de prendre conscience de cela si on veut vraiment décoloniser les imaginaires, décoloniser les savoirs. En ce qui concerne la question de décoloniser les institutions, peut-être que j'ai une vision pessimiste pour avoir longtemps œuvré, pour avoir longtemps essayé et me rendre compte que je m'étais trompée, que je vivais dans une forme d'utopie, dans le sens où, pour moi, je pense que, en ce qui concerne, je parle plutôt pour l'art contemporain que je connais bien, assez bien, pour avoir tenté des choses dans les institutions muséales, justement, je me rends compte en fait que c'est impossible en fait quelque part de décoloniser en fait ces institutions parce que quelque part ça part d'en bas, dans le sens ça part par la transmission, ça part par l'éducation des tout jeunes. Comment par exemple quand on forme des conservateurs, par exemple en France, je prends l'école du Louvre, parce que j'ai un exemple en tête, mais je ne dirai pas le nom de la personne. On forme des conservateurs, mais avec où il n'y a pas des cours, par exemple, sur l'art contemporain africain. Il y a des cours sur l'art classique africain. Mais en même temps, ces conservateurs, quand ils vont travailler, qui travaillent dans les musées, il y a certains musées maintenant qui ont des conservateurs qui ont soi-disant une expertise et qui sont censés acheter et écrire la collection africaine. Et ben en fait, comment ces personnes-là qui n'ont pas étudié cette histoire, comment ils vont en fait quelque part monter cette collection-là, qui est une collection d'art contemporain africain. Et donc c'est un peu le paradoxe qu'on a en fait aujourd'hui,
où je me dis, il y a tellement de travail à faire, ça commence tout en bas. Et en même temps, pour répondre c'était pas une question, mais quand tu disais que vous êtes une niche, et du coup, vous allez vous rester dans votre niche. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec les étudiants, avec les jeunes, parce que ce sont les artistes de demain, ce sont les commissaires de demain, et donc du coup, c'est eux qui vont en fait transformer cette société-là. Et c'est au travers, en fait, c'est en travaillant avec eux, en transmettant ces formes de savoir, et ben c'est quelque part, c'est comment je pourrais dire ça. En fait, c'est nous on forme des soldats en fait. En fait, la revue Africada, c'est une forme d'école alternative dans le sens où, comme il y a très peu d'écoles d'art qui enseignent l'histoire de l'art contemporain africain, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir, qui nous envoient leurs sujets de mémoire pour qu'on les accompagne, etc., etc. On est peut-être une niche, mais cette niche, en fait, forme des jeunes qui, demain, vont peut-être, eux, pouvoir transformer, en fait, ces institutions-là, ou même pas créer de nouvelles institutions, mais qui seront beaucoup plus inclusives. Voilà. Alors merci à vous trois, merci car vous avez eu à votre manière, vous avez su nous transmettre le besoin que vous sentez de réparer vos différentes couches blessées et merci de nous avoir transmis des outils pour écouter. À partir de vos blessures, car tes paroles, Belén, m'ont fait calé la manière que tu as quand tu parles de la fragilité, la manière que Gaobo a de présenter les personnes à partir de leur aspect le plus noble qui leur donne encore le besoin collectif. Vous travaillez plus en solitaire, mais le travail collectif de Pascal dans le besoin de construire des savoirs pour tous et qui parlent pour tous, qui soient parlants pour tous. Alors merci beaucoup à vous trois. On prend 5 minutes, le temps de changer ou d'aller chercher nos derniers conférenciers et on reprend la parole en 5 minutes, comme je vous dis.